Les émotions et l'alimentation, c'est le thème de la vidéo dans laquelle nous allons aborder un sujet qui touche la plupart d'entre nous, le poids, et plus particulièrement la prise de poids. Comment faire par rapport à ce qui nous arrive, ce changement en silhouette, alors qu'on a plein d'informations aujourd'hui au sujet de l'alimentation, malgré tout, on n'arrive pas à se discipliner et à obtenir le poids idéal. Pour m'aider aujourd'hui à répondre à cette question, j'ai avec moi Viviane Berton, qui est coach nutritionnel. Et ce n'est pas pour rien que je l'ai fait venir aujourd'hui, parce qu'elle a une façon d'aborder l'alimentation qui dépasse la diététicienne classique. C'est pour ça qu'elle se désigne plutôt comme coach. Elle vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Je suis Nathalie Lambois, auteure et formatrice en développement personnel spécialisée sur la pratique hawaïenne de Ho'oponopono. Et pourquoi aborder le Ho'oponopono avec l'alimentation? Je dirais parce que tout est lié. Les émotions, la façon de nous nourrir, la relation que l'on a avec la nourriture, tout ça, ça fait partie du système que l'on a à l'intérieur de nous, de l'aspect psychologique. Et Ho'oponopono peut aider à nous libérer de certaines émotions qui nous amènent à avoir une relation un peu compliquée avec la nourriture. Viviane, je vais te laisser te présenter. Je suis vraiment ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui pour parler de ça. Bonjour à toutes et à tous et merci Nathalie pour cet accueil dans cette vidéo. En fait, moi, mon approche, c'est de partir du postulat que si c'était si simple, ça se saurait, et que si c'était simplement une affaire de connaissances nutritionnelles dont on a besoin pour perdre du poids, ça serait très facile, puisqu'il suffirait d'un rendez-vous ou de 2 rendez-vous, vous auriez les informations. Il suffirait d'appliquer et on se débarrasserait de ces kilos une bonne fois pour toutes. Or, ce que je vois en pratique, c'est qu'effectivement, ça va au-delà de ça. Et bien souvent, les patients vont dire « je sais ce qu'il faut faire ». D'ailleurs, ils savent très souvent ce qu'il faut faire, à 90%. Il y a quelques petits ajustements, mais c'est pas majeur. Je sais ce qu'il faut faire, mais je n'arrive pas à le faire et ça m'échappe. C'est en cela que du coup, l'approche émotionnelle est indispensable parce que c'est ça qui va nous permettre d'aller apporter une vraie réponse à ces problèmes de poids et de mauvais rapports avec l'alimentation. Dans cette vidéo, donc, on va aborder cette relation émotionnelle avec la nourriture et effectivement cette idée que l'on croit savoir quelque chose et puis finalement on a aussi des habitudes alimentaires et on a perdu ce détachement, ce recul qui permet de se dire finalement peut-être que ce que je mange aujourd'hui ne correspond plus à mon besoin réel et que c'est ça qu'il faut que je remette en question. Donc on a des tas de croyances et c'est en ça que je trouve que Ho'oponopono rejoint assez bien cet aspect émotionnel de la nutrition. Ho'oponopono, je le rappelle, qui permet, en répétant des mots en silence à l'intérieur de soi, on se détache des émotions qui nous arrivent et ça nous permet de prendre du recul et de regarder la situation sous un autre angle. C'est ce que permet cette pratique. C'est pas de la magie, c'est pas ça qui va vous permettre du jour au lendemain de perdre 5 kilos, 10 kilos. Non, ce qui va vous permettre de réajuster votre poids, c'est de mieux comprendre ce qui vous arrive, de comprendre pourquoi vous avez cette habitude, qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous en détacher. Et c'est ce que Viviane va nous permettre d'aborder en donnant aussi des astuces. On peut commencer par ces croyances que l'on a par rapport à la nourriture. Est-ce que dans ton cabinet, tu as des exemples qui illustreraient cette idée qu'on croit savoir des choses et que finalement, on n'a pas forcément le bon jugement ou que ça ne correspond plus avec notre vie d'aujourd'hui, tout simplement? Bien sûr, les croyances sur l'alimentation sont vraiment nombreuses. Alors, parmi les plus connues, on a celle de « je dois faire un petit déjeuner parce qu'on me dit à chaque fois qu'il faut faire un petit déjeuner. Donc, mais si je n'ai pas faim, je le fais quand même, qu'est-ce que je fais ?» Donc ça, c'est la première des choses. Une autre croyance qui est très répandue, c'est « si je mange à ma faim, forcément, je vais grossir. Je suis obligée de me limiter parce que si je m'écoute, je vais prendre du poids. » Une autre croyance, ça va être sur les types des aliments. Par exemple, si je mange des féculents ou un féculent le soir, je vais prendre du poids. Donc, les féculents vont être interdits le soir. En fait, les personnes arrivent avec tout un tas de règles qu'elles ont accumulées par rapport à tous les régimes qu'elles ont faits. Et donc, elles mettent ça ensemble. Et du coup, ça devient très, très compliqué parce qu'en fait, il n'y a plus du tout de connexion avec ce que l'on peut ressentir soi-même. Et comment tu aides ces personnes justement à prendre conscience qu'elles sont dans des croyances qui ne leur correspondent pas? La première des choses, c'est en se connectant et donc en ce sens avec Ho'oponopono, c'est une bonne réponse parce qu'en se connectant, c'est-à-dire en étant attentif à vraiment ces sensations, ça va nous permettre d'avoir
un vrai signal, d'être entendu sur le signal. Prenons l'exemple du petit déjeuner. Le petit déjeuner, en faire un ou pas en faire, en fait, ça va vraiment dépendre de l'état de la personne, qu'elle a aussi mangé la veille, de ce qu'il attend dans sa journée. Si le matin on se lève et qu'on n'a pas faim, il n'y a aucune raison, je dis bien aucune raison, d'aller manger. La seule bonne raison de manger, c'est quand on a un signal de faim. Donc si au réveil on n'a pas faim, on peut attendre d'avoir le signal de faim. Et si on doit être actif dans la matinée et sortir de chez soi, on peut emporter quelque chose de façon à s'alimenter quand le signal est là. Mais manger sans le signal de faim, quand on n'a pas faim, ou pire, même en étant un peu nauséeux, vraiment sans envie de manger, c'est être complètement à l'inverse, d'écouter son véritable signal qui demande d'apporter de la nourriture dans le corps. Donc la première chose, c'est ça, c'est ok, quel est mon signal naturel? Est-ce que j'ai faim? Je n'ai pas faim. J'ai faim, alors je mange. Je n'ai pas faim, je ne mange pas. Ça semble hyper simple comme ça, mais c'est pour beaucoup très compliqué parce que pour beaucoup de personnes, on n'a même plus les signaux de faim, ou alors on va avoir ces peurs, c'est-à-dire ces croyances de si je ne mange pas, je vais être fatigué. Donc, je préfère manger sans faim pour éviter d'être fatigué plutôt que d'aller faire cette expérience et voir ce qu'il advient. Ça me parle tout à fait ce que tu dis parce qu'il m'arrive régulièrement de me dire je vais manger ça en prévision de quelque chose, sachant que mon corps ne me réclame absolument rien. Et c'est lorsque je m'entends dire ça dans la tête, je me dis oula, pause, respire, Ho'oponopono bien sûr vient à ce moment-là. Et là je me dis est-ce que j'ai vraiment besoin d'absorber ça maintenant ou est-ce que ça peut attendre vraiment que j'ai faim? Et puis aussi les sensations de faim qui arrivent alors qu'en fait je suis déshydratée. Et là aussi, il faut apprendre à se connaître, à s'observer, à regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et comment tu fais aussi pour ne pas te jeter sur n'importe quoi quand tu as faim? Et ce n'importe quoi, c'est le sucre en priorité. Ça, c'est une excellente question parce qu'en fait, du coup, le travail il va plutôt se faire en amont. Ça va être comment faire pour éviter d'avoir super faim, d'avoir cette grosse faim qui fait que quand elle arrive, on va se jeter sur n'importe quoi. L'idée, c'est que selon les aliments qu'on va manger, donc ça évidemment, ça s'apprend, mais c'est finalement assez simple parce qu'il faut être dans la diversité alimentaire. On va favoriser un état dans lequel on n'a pas des grosses variations de glycémie. Les variations de glycémie, c'est ça qui va nous donner très faim. Je donne un exemple. Si sur un repas, je n'ai mangé que des légumes, j'ai mangé un dessert sucré, forcément 3 heures après, comme j'ai peu de nutriments et j'ai surtout des glucides, je vais avoir très très faim, surtout avec les sucres rapides. Et donc quand j'ai très faim, ce qui est causé par une hypoglycémie, je vais avoir envie de manger de façon assez frénétique et sans pouvoir attendre des aliments plutôt sucrés. Donc l'idée, c'est que quand j'ai très faim, il faut se questionner, ok, qu'est-ce que j'ai mangé avant? Est-ce que par hasard, je n'aurais pas mangé un produit sucré? Ou est-ce que j'ai mangé suffisamment au repas précédent? Parce qu'à ce moment-là, quand je suis en hypoglycémie, le choix devient compliqué puisque le cerveau va avoir, lui, besoin de manger du sucre. Donc, il va nous envoyer sur du sucre, ça s'appelle un appel au sucre. Et là, c'est compliqué d'être dans un choix qui soit intéressant pour le corps, plus rationnel. Ça veut dire que il faut faire attention aux aliments que nous mettons dans notre corps. Si on prend des aliments qui sont très raffinés, qui sont très riches en sucre, cela va engendrer des sensations de faim qui sont complètement irrésistibles. Alors que si on les choisit bien, qu'on mange plutôt des fibres, des féculents complets, on mange des fruits, on va manger des aliments plutôt bruts, naturels et non raffinés, les fibres qui sont contenues vont nous permettre d'avoir une sensation de rassasiement et de satiété qui va perdurer et qui vont faire que on a faim, mais c'est raisonnable et c'est tenable. On peut attendre, on peut prolonger d'1 heure et on va choisir tranquillement son repas. Si on a envie de se jeter sur du sucre et que rien ne compte plus que de se nourrir, ça veut dire qu'on a fait un mauvais choix alimentaire le repas d'avant. Donc, il n'y a pas que les émotions qui rentrent en ligne de compte, il y a aussi une nécessité physiologique. On ne peut pas mettre tout sur le dos de la psychologie, enfin de son histoire émotionnelle. Il y a aussi à comprendre comment on fonctionne, et c'est pour ça que moi je parle d'observer vraiment la façon dont on se comporte face à la nourriture, quels sont nos besoins, pourquoi tous les jours à la même heure on a faim, on a soif. Voilà, de faire ces petits réglages nous-mêmes en s'observant, en apprenant à se connaître d'abord, parce qu'effectivement la physiologie est importante. L'hypoglycémie, ça ne s'invente pas. On n'a pas donné suffisamment ce qu'il fallait au bon moment, donc c'est là qu'il faut réajuster. Lorsqu'on a préparé cette vidéo, tu m'as parlé de cette idée de mettre le couvercle sur ses émotions, c'est-à-dire lorsqu'on mange sans avoir faim,
Alors tout à l'heure, tu as dit que ça pouvait arriver parce qu'on avait des croyances en disant si je mange pas ça, eh bien peut-être que tout à l'heure je vais avoir faim puis je vais pas être bien, etc. Comment tu abordes ce côté justement de cacher ses émotions et de se jeter sur la nourriture ensuite avec tes clients? Première question que je pose aux clients, c'est est-ce que quand vous avez mangé, vous avez eu ce dernier grignotage ou vous avez mangé cet aliment et vous n'êtes pas satisfait de vous, est-ce que vous aviez faim ou non? Donc ça, c'est la première chose. 99 fois sur 100, la réponse c'est non, je n'avais pas faim. Ok. Donc, pourquoi est-ce que vous avez mangé cet aliment? Alors là, la réponse n'apparaît pas toute seule. Donc, c'est là qu'on va aller chercher ce qui a déclenché ce mécanisme. Donc, resituez-vous dans cette étape et quelle était l'émotion qui vous animait? Qu'est-ce que vous aviez vécu? Qu'est-ce qui vous avait posé problème? Et donc là, on va arriver, je sortais de chez ma mère qui me garde ma fille et c'est toujours conflictuel. Et à chaque fois que je sors de là, je me sens extrêmement énervée et je suis en colère parce qu'elle me fait des remarques sur l'éducation. Ou je sors du travail, avec mon chef, c'est compliqué, ou avec mon collègue. Donc là, on se replonge dans la situation telle qu'elle est vécue par la personne. Et là, il faut aller chercher, c'est-à-dire qu'il faut chercher quelle est la sensation physique au niveau du corps, quelle est l'émotion associée, et enfin, de quoi j'ai besoin. On peut avoir besoin de douceur, on peut avoir besoin de lien social, on peut avoir besoin de se ressourcer dehors, on peut avoir besoin de plein de choses. La problématique, c'est que pour les personnes qui ont tendance à grignoter, être dans des troubles du comportement et avoir des problèmes de poids, la réponse va être je mange. C'est la solution qu'ils ont trouvée pour pouvoir faire face à cet afflux émotionnel dans certaines situations. On ne peut pas ranger la prise de poids dans une catégorie comme on l'entendait il y a quelques années. Beaucoup de thérapeutes disaient c'est pour se protéger. Chaque cas est particulier. On ne réagit pas de la même façon face aux événements et de prendre conscience que on mange face à une certaine situation, c'est parce qu'on n'a pas les moyens sur le moment de faire autrement et de sortir de la culpabilité, de se jeter sur le pot de Nutella. C'est important de le dire, c'est de se poser la question, comme tu disais, mais de sortir de la culpabilité. Quand je suis dans cette situation, je fais ça, point. Maintenant, je regarde, j'observe comment je peux faire autrement. C'est ça. En fait, on est vraiment, quand on est dans ce sentiment de culpabilité, ça veut dire qu'on est en plein dans le grignotage compulsif, dans le trouble du comportement alimentaire, c'est-à-dire qu'on répond par un mauvais choix, mais parce qu'on ne sait pas faire autrement. Sinon, il n'y aurait pas de culpabilité. Quand on mange pour le plaisir, on n'a pas de problème. C'est-à-dire qu'on accepte, on se fait plaisir et c'est intégré. Quand on est dans ces grignotages-là, c'est que forcément, c'est pas adapté et on en ressort une culpabilité parce qu'en fait la personne s'en veut vu qu'elle a une dynamique, elle a envie de faire bien les choses et de faire attention à elle. Elle sait très bien que ce qu'elle va manger ne convient pas. Bien souvent la quantité est au-delà de son contrôle, donc ça lui échappe complètement et alors ça en rajoute sur le coup de la culpabilité parce que le fait que ça lui échappe, elle a la sensation qu'elle est entre guillemets faible. Sauf que on n'est pas du tout dans un quelque chose de rationnel et on en revient à ce que je disais en introduction. Si c'était si simple, ça se saurait parce qu'à ce moment-là, s'il suffisait de dire ça je mange pas, ça ne marche pas. Donc c'est bien qu'au niveau émotionnel, on a quelque chose à voir. Et merci pour l'apport que tu as souligné sur les interprétations du poids, barrière, protection. C'est complètement différent sur chaque personne. Et aussi pour aider à sortir de la culpabilité, ce que je voulais ajouter, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons dans une société où lorsqu'on sort dans la rue, en tout cas en ville, il est facile d'avoir un peu tout et n'importe quoi à manger. On rentre dans un supermarché aujourd'hui, 90% de ce que je vois n'a rien à voir avec de la nourriture, enfin du côté nutritionnel, énergisant que ça devrait être. Donc on est tenté sans arrêt, on passe devant un endroit où ça sent un peu la crêpe, la barbe à papa, ou alors un peu plus loin le kebab ou les sandwichs, la boulangerie qui émet ses parfums, et dès qu'on met les pieds dans un centre commercial, c'est la même chose. Donc c'est vrai que de sortir de la culpabilité, c'est aussi prendre conscience qu'on est tenté à chaque instant d'utiliser la nourriture comme palliatif à notre mal-être. Et pour moi, ça a été une grosse prise de conscience aussi pour m'aider à sortir de cette culpabilité, cette sensation de honte lorsque je me retrouvais avec un truc à manger dans la main alors que franchement, j'en avais pas vraiment besoin. Ho'oponopono m'a bien aidé dans ces moments-là, vraiment à comprendre ce qui se passait en moi, pourquoi est-ce que j'ai été faible, comme tu disais, mais plutôt, voilà, je me suis laissée tenter, tout est bien fait aujourd'hui au niveau marketing dans cette société pour être
tenter pour manger, acheter quelque chose de sucré qui ne nous va pas. Je le sais et je le fais quand même. Donc, Ho'oponopono, mettre dans ces cas-là à prendre du recul et de la nuisance en disant, bah voilà, cette fois-là, j'avais pas conscience, j'étais pas ancrée et j'ai cédé. Mais c'est pas grave. C'est une fois que ça arrive. Après, c'est dans la journée, d'être plus conscient sur l'alimentation. Effectivement, c'est que si aujourd'hui, nous n'avions que des aliments bruts, que des légumes, que des fruits bruts, suivant les saisonnalités, des céréales non transformées et absolument aucun produit industriel, nous ne serions pas en surpoids. Nous sommes en surpoids parce que nous sommes entourés, comme tu l'as si justement dit, de nourriture hyper énergétique, hyper grasse, hyper sucrée, qui nous fait absorber en 3 bouchées des bombes caloriques. Et ça, c'est ce qui engendre nos problématiques de poids, parce que finalement, avant l'apparition du sucre et de l'industrialisation alimentaire, on n'avait pas de problème de surpoids. C'était très, 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 très rare. Aujourd'hui, c'est plus d'une personne sur 2 et l'épidémie est en train de progresser. Donc, on voit bien qu'on est sursollicité par cette présence d'aliments gras et sucrés et qui vient titiller nos instincts archaïques, puisqu'il faut savoir que nous sommes programmés, nous humains, pour assurer notre survie. Et ce qui assure notre survie, c'est l'aliment énergétique et c'est le gras et le sucre. J'en reviens à l'exemple, le lait maternel, c'est du gras et du sucre. Donc nous, dans notre inconscient, est imprimé que le gras et le sucre, c'est bon pour nous, ça assure notre survie. Et donc, on a ça qui est hyper sollicité par toute cette alimentation industrielle très riche et avec là-dessus une couche d'émotion et de stress. Donc, on voit bien qu'il est compliqué, sans une prise de recul et un travail sur soi, d'aborder l'alimentation sur un angle sain et nourricier. Oui, tout à fait. On vit dans ce système, on nous sollicite et merci pour la précision au sujet de notre instinct en fait de survie qui fait qu'on est systématiquement attiré par le gras et le sucre. Et le sucre. Pour pouvoir réagir très vite. Donc, ça aide à déculpabiliser aussi ce genre d'informations. Enfin, moi, je trouve, on a des problèmes relationnels avec la nourriture, mais il faut dire que tout est fait pour qu'on en ait. Je regardais il n'y a pas très longtemps une vidéo de rue, une ville dans les années 80. Eh bien, je peux dire que ce qui m'a choqué en regardant cette vidéo où je voyais des gens marcher sur les trottoirs, des voitures passer dans la rue, c'était la taille des personnes, le volume, plus exactement. Les personnes étaient beaucoup plus minces à cette époque. Si vous allez sur le site de l'INA, INA, vous allez voir des vidéos des années 80, 90. Et ça m'a choqué de voir la silhouette des gens si différente d'aujourd'hui. Parce qu'on mange différemment, il y a plein de choses qui se sont passées, on est devenu aussi plus sédentaire. Je pense que ça aussi, c'est à prendre en ligne de compte. Quand on est derrière son écran toute la journée, on n'est pas en train de marcher, d'aller faire ses courses, d'aller chercher à droite, à gauche des informations. Maintenant, on a tout sous la main avec Internet. Ce qui est génial, hein, mais on bouge beaucoup moins. Là aussi, flambée de sédentarité, flambée de suralimentation énergétique et flambée de stress. Alors, le stress, il provoque 2 problèmes. Le problème numéro 1, c'est effectivement le rapport avec les émotions, puisque plus on est dans des émotions, sensations de stress, et plus on va aller chercher à compenser si on n'est pas vigilant avec une prise alimentaire. Et la deuxième chose, c'est qu'au niveau métabolique, ça va complètement changer la façon dont le corps va gérer l'alimentation. Quand on est en période de stress, le corps va être mobilisé pour pouvoir fuir ou combattre. Fuir ou combattre, dans les 2 cas, ça va nécessiter d'avoir des apports énergétiques accrus et surtout d'avoir tout cela disponible pour que les muscles puissent être approvisionnés, les battements cardiaques vont s'accélérer, tous les sens vont être en éveil. En gros, on prépare le corps à se faire un sprint. Des fois qu'un lion apparaisse ou un mammouth en furie, donc c'est vraiment ça l'idée. Le problème, c'est que ce stress perdure, parce que le stress, quand ça dure 2 minutes, le niveau redescend et tout va bien. Mais dans notre civilisation, le stress s'inscrit dans la durée et devient quelque chose de chronique. Et ces manifestations physiologiques, donc de rendre disponible tout ce qui est énergie pour les muscles et de favoriser le stockage également de l'énergie, tout ça, ça va s'aggraver. En gros, quand on est sous stress, on capte beaucoup plus facilement tous les aliments que l'on mange et on les transforme en graisse. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'en mangeant la même chose, si on est dans une phase de stress, on va prendre du poids, alors que dans une phase sans stress, on n'en prend pas avec les mêmes aliments. Donc, c'est l'expression qui dit manger avec plaisir. Sinon, si on mange déjà en culpabilisant, en se disant que c'est pas bien, on est déjà sous une forme de stress. Tout à fait. Aider effectivement à transformer l'alimentation
en graisse, en réserve de masse grasse. au lieu d'être correctement assimilé. Donc, on stocke plus. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est que comme on est sous stress, on a encore plus d'appétence vers les produits gras et sucrés, justement hyper énergétiques, qui peuvent nous apporter de l'énergie pour nos muscles. Donc, naturellement, notre instinct va nous porter vers ces aliments-là. Donc, on est plutôt sur de la junk food, l'alimentation industrielle, du sucre et du gras, et on les stocke plus. Donc, ça conditionne nos choix et notre façon de les stocker. Le stress a un double effet qui se coule, si je peux dire. C'est que non seulement il va nous amener à aller vers le pot de Nutella, et en plus on va faire du surgras. Donc c'est pas le moment de se jeter sur ce genre d'aliments lorsqu'on est en situation de stress. Mais comment faire? Moi, j'utilise le Ho'oponopono pour m'aider justement à ne pas succomber systématiquement à l'envie de tomber dans de la junk food. Mon petit truc à moi, c'est de mettre dans les placards des sachets d'amandes, des sachets de noix de cajou, pour me dire, ben voilà, si j'ai une grosse envie, eh ben je vais manger ça, je vais pas manger un paquet de chips ou un paquet de gâteaux. Est-ce qu'il y a d'autres astuces à utiliser? Alors, la première astuce que tu donnes est déjà bonne. C'est sûr que si on évite d'avoir dans nos placards tous ces aliments qui, forcément, s'ils sont dans nos placards, c'est qu'on va les manger un jour. Alors, si on a décidé qu'on voulait manger mieux, c'est mieux de pas les acheter. Donc ça, c'est la première chose et c'est bien. C'est mieux de manger des amandes et des noisettes que de manger un paquet de biscuits industriels. Moi, j'en reviendrai à ce qu'on a dit sur les émotions. C'est que si je suis dans ce stress-là, quel est mon besoin? Est-ce que j'ai un besoin de me reposer? Peut-être que j'ai passé une journée infecte et que j'ai passé une nuit horrible. C'est donc du coup, en fait, j'ai besoin juste de me reposer, de faire une micro-sieste, ça peut complètement m'apaiser. Est-ce que je sors d'un conflit et j'ai besoin d'un lien social de qualité et donc je vais aller rencontrer quelqu'un ou passer un coup de fil? C'est vrai que de prendre un peu de recul et de vraiment sonder, de prendre sa température intérieure et de voir quel est le besoin que l'on a, ça peut permettre aussi de faire un autre choix. Donc, quand on sent qu'un réconfort alimentaire est nécessaire, parce que ça peut arriver parfois, la solution amande, noisette ou quelque chose d'assez sain, c'est bien. Et puis quand on sent finalement, en s'étant questionné, que l'alimentation ne va rien changer au fait que j'ai une évaluation affreuse au boulot et que j'ai besoin d'autre chose, alors là, c'est gagné. C'est gagné dans le sens où on devient libre de choisir et on n'est pas dans un automatisme, dans l'automatisme qui nous habite depuis des années, où j'ai une émotion qui est négative, je mets mon couvercle sur ma cocotte minute et je me jette dans mon placard. Parce que là, pour moi, on n'a pas du tout liberté, on est juste dans un réflexe, dans quelque chose qu'on a développé comme habitude et qui engendre une grande souffrance puisque du coup, on a des problématiques de poids et de culpabilité. Donc, le c'est gagné, c'est qu'en faisant ça, parfois, on va réussir à apporter une autre réponse qu'aller manger notre paquet de chips ou de galettes. Et ça, c'est super parce que du coup, on sent on reprend le pilotage de notre avion. Voilà, j'aime bien cette notion de liberté. On se sent libre par rapport à ces réflexes que l'on a depuis des années. Alors évidemment, ce qui marchait à 20 ans ou à 30 ans, on a pris des habitudes de manger, de grignoter certaines choses l'après-midi ou le matin parce qu'on avait, voilà, on avait une vie qui permettait ce genre de choses parce qu'on faisait plus de sport, parce qu'on bougeait, parce qu'on était moins sédentaire, tout simplement. Mais avec les années, et on a continué de garder cette habitude alimentaire, sauf que on évolue. Et tout ne reste pas comme c'était il y a 10, 20 ou 30 ans. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération. C'est une discussion qu'on avait eue dans une autre vidéo où tu avais évoqué cette idée qu'on n'est pas la même personne aujourd'hui que ce qu'on était il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Et ça, c'est à prendre en ligne de compte. C'est vrai que c'est pas toujours évident à accepter pour une femme qu'on ne rentrera plus dans son pantalon d'il y a 5 ou 10 ans. Mais en même temps, lorsqu'on commence d'expérience, lorsqu'on commence à entrer dans cette acceptation, on se dit, bah, effectivement, je ne rentre plus dans ces pantalons qui représentent une histoire, un passé, mais on est très contente d'en acheter des nouveaux parce que je vais vers quelque chose de nouveau, j'évolue, j'apprends aussi sur moi et il y a des choses sympas qui m'arrivent. On se voit pas changer, pas forcément. Parfois, on a une prise de recul. Quand on regarde des photos, on se dit, ouh, c'est vrai qu'on se voit changer. Mais au jour le jour, on se voit tous les jours et donc on n'a pas l'impression qu'il se passe des choses. Mais au niveau du métabolisme, bien sûr que par tranche de 10 années, on a des variations assez importantes. On a une masse musculaire qui naturellement diminue. Naturellement, ça veut dire que
Si on ne fait rien et qu'on n'a pas une activité sportive vraiment adaptée, on va avoir une masse musculaire qui diminue. Une masse musculaire qui diminue, c'est des consommations de calories en moins, ce qui veut dire que ce que je mangeais à 20 ans et qui m'allait bien ne m'ira pas à 50 ans, et qu'en mangeant la même chose qu'à 20 ans, à 50 ans, je prends du poids. Donc ça, c'est à intégrer. Il est évident du coup que notre alimentation, comme tu viens de le dire, doit évoluer. Et puis nos goûts changent. On peut avoir été à un moment hyper consommateur de viande, de protéines, être plus sur du végétal au fur et à mesure. C'est très courant. On voit cette évolution alimentaire. C'est hyper rare de voir des personnes qui disent je mange la même chose, enfin, à part le petit-déj. Peut-être le petit-déjeuner, parfois, certaines personnes mangent la même chose depuis 40 ans, mais et encore. En fait, on a plusieurs poids, plusieurs vies. À 20 ans, quand je suis en début de carrière ou étudiant, c'est pas la même chose que quand j'ai 30 ans, que je suis en couple, et à 40 ans, quand peut-être j'ai une vie professionnelle hyper dense, que je fais beaucoup moins de sport qu'à 30 ans. Pour les femmes aussi, des variations hormonales. À 50 ans, c'est pas la même chose qu'à 30 ans. Un poids de maman avec 3 enfants, ce sera pas la même chose que son poids quand elle avait 20 ans. Ça semble évident, mais franchement, peu de personnes le prennent en compte et restent scotchées, moi j'appelle ça scotchées, sur ce qu'elles ont été au meilleur de leur forme, et bien souvent il y a 30 ou 40 ans. C'est comme si on acceptait pas. D'une année à l'autre, il peut y avoir un changement que l'on accepte difficilement parce que, effectivement, on se dit j'ai été comme ça, pourquoi je ne peux plus l'être? Parce que ma vie a changé, tout simplement. Ne serait-ce qu'un déménagement, ça peut aussi bousculer les habitudes alimentaires, notamment, puisqu'on n'a pas le même rythme, le temps de retrouver ses marques, etc. Donc, il faut prendre conscience que le moindre mouvement, changement de travail, changement de lieu de vie, tout ça, familial, même de relation, changer de conjoint va avoir un impact. Bien vous sûr. N'êtes pas au même niveau de poids si vous êtes avec un fêtard qui adore sortir, recevoir et qui vous emmène faire tous les gastros, si vous êtes avec un sportif très attentif à son alimentation. Effectivement, ça a un impact et ça, on oublie de le regarder. En tout cas, on fait comme tu dis, on met couvert dessus. Comme si rien n'avait changé, je suis toujours la même, à l'intérieur de moi, j'ai toujours 16 ans, tout va très bien. Voilà. L'environnement a évolué. Et surtout, je garde bien tous mes pantalons de quand j'avais 16 ans et je le regarde, je me fais du mal parce que on ne sait pas, peut-être qu'on va reperdre aussi du poids dans une nouvelle configuration de vie, mais à ce moment-là, on peut se racheter autre chose. C'est facile aujourd'hui de changer les choses, mais c'est sûr que rester scotché sur ce qu'on a été alors qu'on a plus de contraintes, moins de possibilités d'être actif et qu'on prend des années, disons-le, c'est pas très sain pour soi. Alors, et puis ce qui est assez intéressant, c'est quand je regarde les femmes autour de moi qui sont plus âgées et qui là basculent dans l'autre côté, c'est-à-dire perdre du poids. Et pour ces personnes, c'est assez compliqué à gérer parce que, alors autant avant 60 ans, 50, 60, on se dit on n'a plus envie de prendre trop de poids, mais après, eh bien, il faut faire attention de ne pas en perdre trop parce qu'il y a une masse musculaire qui font aussi. Donc, être vigilant dans le sens où on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas la même activité, l'environnement change et puis nous, on évolue. Alors, les TCA, donc c'est les troubles du comportement alimentaire dans lesquels on va trouver les plus connus sont la boulimie, qu'elle soit vomitive ou pas. On va avoir les troubles du comportement type anorexique. Ça, c'est les troubles vraiment extrêmes qui nécessitent une prise en charge et sur lesquels la prise en charge nutritionnelle est insuffisante. On a bien évidemment une prise en charge également psychologique. Mais au milieu de tous ces extrêmes, on a tous ces troubles du comportement alimentaire qui sont liés à le grignotage compulsif, l'impossibilité du coup de ne pas manger le paquet de biscuits dans son placard, ou le fait de manger par moment de grandes quantités d'alimentation sans forcément vomir après. Et ça concerne, alors les chiffres c'est 30%, mais c'est bien au-delà de ça, c'est sous-estimé. Ça concerne facilement une personne sur deux en consultation aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'une personne sur deux ne se sent pas libre dans sa façon de manger et a la sensation que les choses lui échappent, qu'elle mange des aliments alors qu'elle ne voudrait pas les manger. En fait, les troubles du comportement alimentaire, c'est le fait que l'on mange sans faim, sans arriver à se contrôler et qu'il y a toujours une sensation de culpabilité qui est associée à l'acte alimentaire. Quand on a cette culpabilité-là, on est dans un trouble du comportement alimentaire. Donc, dire qu'une personne sur deux dans ton cabinet a ce trouble de comportement alimentaire, déjà, on se sent moins seul.
Donc ça, je trouve que c'est intéressant de signaler aussi et de dire qu'effectivement, c'est vraiment au niveau des émotions qu'il faut travailler, qu'il faut se libérer de cette culpabilité qui fait qu'on va se retrouver à plonger dans la nourriture. Alors, ça se fait pas du jour au lendemain, hein. C'est bien d'être accompagné pour ça. Enfin, en tout cas, je trouve qu'il y a des moments où il est bien d'avoir un regard objectif parce qu'on est plein de croyances, plein d'idées préconçues sur la nourriture et puis on se dit que c'est pas possible parce qu'on a les enfants et puis qu'il y a le travail, bref. Être accompagné pendant un temps, c'est intéressant. Et, aujourd'hui, tu accompagnes des personnes et tu les accompagnes en ligne et ça, je trouve ça vraiment intéressant d'en parler parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de prendre la voiture le soir et d'aller après le travail, après s'être occupé des enfants, d'aller en consultation, donc d'avoir quelqu'un en ligne de disponible pour faire ce type de consultation, c'est quand même pas mal. C'est ce que tu pratiques aujourd'hui, c'est ça? Oui, alors c'est ce que je propose, c'est un accompagnement en ligne qui va être accompagné également de supports. Hein. J'ai créé des contenus vidéo qui expliquent notamment de nombreuses choses qu'on a abordées ce matin. Et l'accompagnement en ligne, il est intéressant parce que finalement, quand on sort de l'approche purement symptomatique du poids et de la balance, on n'a pas besoin de se peser, c'est-à-dire que la personne va être autonome et va voir surtout qu'elle se sent mieux dans son rapport à l'alimentation. Donc, on n'est pas obligé d'être dans une structure de cabinet type professionnel de santé classique. Et l'accompagnement en ligne est intéressant parce qu'il offre de la souplesse, il génère moins de stress dans les rendez-vous puisqu'on évite les bouchons, les heures perdues. Donc, ça se fait de façon plus souple. Et du coup, on a bien compris que si on est moins stressé, on est aussi mieux au niveau alimentation parce que l'alimentation est un problème, mais il y a bien souvent d'autres problèmes dans la vie des personnes qui ont un souci avec l'alimentation à régler. Ouais, et que c'est pas la peine d'en rajouter justement suffisamment. On a suffisamment à gérer comme ça. Ça, je suis bien d'accord. Une astuce que tu nous avais donnée dans une précédente vidéo, ça concernait la prise d'alcool. Le fait d'être en soirée, d'être avec des personnes, fait qu'on va prendre un petit verre de vin et d'un seul coup, les bonnes résolutions qu'on avait prises avant de venir à cette soirée qui était de manger raisonnablement, d'être à l'écoute de son corps, etc., disparaissent avec ce verre que l'on est en train d'avaler. Ça aussi, j'ai remarqué qu'en faisant plus attention, non pas à ce que l'on mange, mais à ce que l'on boit, il était plus facile de suivre une soirée en étant vigilant sur sa nourriture. Oui, tout à fait, puisqu'en fait, nous, notre idée, c'est d'être conscient de ce que l'on ingère, donc d'être dans le choix alimentaire. Quand on ingère de l'alcool, si on prend 2 verres d'alcool, forcément, l'effet désinhibant de l'alcool va faire que le programme alimentaire, on dit, c'est la fameuse règle du, et puis, voilà, c'est ce truc-là qui se passe. Et donc, le problème, c'est quand on se lève le lendemain, on se dit, voilà, on n'est pas content parce qu'on sait très bien que c'est pas ça qu'on voulait. Donc l'alcool, c'est un mauvais point dans le sens où il va aller faire taire ce côté attentif et raisonnable que l'on souhaite porter sur notre alimentation au profit du je verrai bien demain. Je parle même pas des calories absorbées par l'alcool, mais simplement vraiment de se concentrer sur notre choix et être dans notre liberté d'action. Dès qu'on boit trop, l'alcool aidant, on n'est plus dans la liberté, on mange tout ce qui nous fait envie et il n'y a plus de contrôle. Voilà, Mais donc ce que dans le sens positif, contrôle. oui, Voilà. tout à fait. Et ce que je voulais préciser, c'est qu'on se trompe souvent d'ennemis dans ces soirées. L'ennemi, c'est pas la nourriture, c'est l'alcool, en fait. Et c'est lui qu'il faut limiter pour pouvoir ensuite gérer convenablement notre rapport alimentaire. C'est ça. Si on fait pas ce travail sur l'alcool, c'est sûr qu'au niveau alimentaire, ça va pas marcher. Un verre d'alcool, c'est bien, et puis vous faites de l'eau à côté, ou vous descendez votre verre tranquillement, et personne va voir que vous ne vous resservez pas. En tout cas, c'est facile de gérer ce truc-là, il n'y a pas de souci. Oui, tout à fait. C'est beaucoup plus simple même. Une dernière chose, tu organises des stages qui sont assez particuliers justement pour changer nos habitudes de vie, nos habitudes de comportement, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit dans la cuisine. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces stages que tu présentes? Avec grand plaisir. Donc, ce sont des stages de 2 jours, ça s'appelle ça des programmes immersifs dans lesquels l'objectif, c'est d'aller déconstruire toutes les croyances limitantes qu'on a au niveau de l'alimentation, de comprendre le mécanisme des émotions, de mettre en place une stratégie de façon à savoir comment gérer
ces émotions-là et de ne pas avoir cette réponse automatique avec l'alimentation. On va travailler sur l'image de soi, sur son objectif, sur ce que l'on veut atteindre, sur les bénéfices que l'on va en retrouver. En gros, c'est vraiment faire le point sur ce que l'on veut atteindre et pacifier notre rapport avec la nourriture. Donc, c'est autant pour les personnes qui sont en surpoids depuis des années, qui ont fait des yo-yo, qui en ont marre des régimes et qui ont toujours le même résultat, que pour les personnes qui sont dans l'hyper-contrôle alimentaire et qui ont cette croyance que si elles s'écoutent, elles vont grossir. Donc, ce sont vraiment les deux cibles types, c'est pour les hommes et pour les femmes. Et ces séjours de 2 jours se font actuellement dans le sud-est de la France. À terme, j'aimerais les déployer un peu partout en France, en petits groupes de 7 personnes. Et il y a également un accompagnement en face à face, donc en téléconsultation, en amont du stage et également après le stage. Donc, ça permet vraiment de poser les choses de façon individuelle avant d'avoir le séjour en collectif qui est très puissant. C'est un super programme. Je pense que c'est intéressant pour les personnes qui nous écoutent de savoir que ça existe et qu'éventuellement tu peux aller dans leur région, dans leur pays pour développer ces stages à condition de réunir au moins 7 personnes parce que c'est aussi, il y a le travail de groupe qui est important, l'effet miroir, d'écouter les autres et puis de se sentir écouté et de ne pas se sentir seul dans cette démarche, c'est très important. Donc n'hésitez pas à contacter Viviane, je vous mettrai les liens en description de la vidéo. Et je trouve que c'est un travail formidable qu'elle fait parce qu'on ne parle pas de régime, on parle effectivement des constructions, d'éliminer ces mémoires qui nous perturbent et nous mettent dans des situations difficiles comme la prise de poids et ça peut avoir une répercussion sur notre santé, mais aussi beaucoup plus rapidement sur notre humeur de tous les jours et notre comportement dans notre famille, dans notre entourage professionnel. Donc, c'est pas anodin, je pense, que de s'occuper de son poids, de son corps, est important parce que c'est ce qui nous aide à vivre et d'être bien avec les autres. En tout cas, c'est là-dessus que je terminerai. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Liliane, pour les personnes qui se posent encore des questions? Oui, mais moi, dans mon cas, comment je peux faire? Je m'en sortirai pas, je peux pas y arriver toute seule. Alors, je réponds bien sûr que si on continue à faire ce qu'on a toujours fait, on va avoir le même résultat et que c'est pour ça qu'il faut changer sa façon d'approcher des choses, sortir de cette idée de je peux pas, de binaire, de régime, de pas régime et de conseils qui vont marcher. C'est enfin le truc qui va marcher. Ça marche pas. La seule chose qui fonctionne, c'est d'être à l'écoute de soi, d'avoir des bases, de comprendre le mécanisme du corps et d'être au clair sur ses sensations de faim, enlever ses croyances donc limitantes. Et ça, c'est la seule chose qui marche. Et donc, j'y crois vraiment puisque je vois que les effets fonctionnent et que ça a un impact bien plus large et bien plus vaste que simplement le corps, le poids et l'assiette. Tout à fait. Du vrai mieux-être. Exactement. Donc, merci beaucoup pour ton intervention, Viviane, et j'espère qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo, qui sait, pour continuer autour de ce sujet qui est les émotions et l'alimentation. Merci d'être intervenue aujourd'hui. Merci beaucoup.